Francophonie, un patrimoine culturel et usage didactique. Donc c'est le 11e cours, l'avant-dernier. Et donc aujourd'hui on va revenir en fait, bon c'est un peu l'occasion qui fait le larron puisque nos collègues du MOOC, moi prof de FLE, font cette semaine un thème, enfin traitent cette semaine d'un thème qui est la culture et la francophonie. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de revenir en fait sur ces questions de culture, d'interculturel et de francophonie puisqu'on les a effleurées au tout début du cours et on en a reparlé en fait de temps en temps à travers Gaël Faye, à travers Alain Mabankou. Donc vous allez retrouver en fait tous ces acteurs de la francophonie dans cette vidéo-là, celle qu'on est en train d'enregistrer. Voilà, donc l'idée en fait c'est de regarder un peu ce que c'est en gros que la culture, puisque évidemment ça mérite d'être défini, hein, puisqu'on on en a un usage comme ça naturel, hein, évidemment, mais bien évidemment ça a beaucoup changé depuis qu'on a pris un peu de distance justement par rapport à notre propre culture francophone, avec les voyages, la découverte de d'autres continents, les questions autour de la colonisation, des différences culturelles, etc. Tout ça, évidemment, a beaucoup été redéfini et retravaillé. Donc d'autre part la francophonie aussi, bon on a vu une petite vidéo là dans la vidéo 1, une petite vidéo de l'AFP sur la francophonie avec évidemment la définition d'Onésime Reclus, l'histoire des colonisations, des décolonisations et l'histoire des institutions autour de la francophonie. Donc là aussi ça mérite en fait d'être redéfini, qu'on en reparle à travers l'émergence de la littérature monde, entre autres, et à travers l'actualité de la francophonie et l'actualité mondiale. Vous voyez que les équilibres dans le monde changent, la culture, les lieux d'influence culturelle changent aussi. Alors, je veux dire, souvent, les lieux d'influence culturelle vont de pair, enfin ça dépend hein, évidemment, mais souvent ça va de pair en fait avec la prospérité économique des pays. Donc vous avez vu que récemment, les États-Unis sont passés en deuxième position derrière la Chine. Donc on peut parier que l'influence culturelle de la Chine va aller grandissant, et on le voit d'ailleurs quand on est en Asie hein, ou quand on est dans le Pacifique. Je veux dire, vous avez vu peut-être récemment les accords que la Chine a signés avec l'Australie et avec la Nouvelle-Zélande, en fait, qui viennent renforcer des accords existants. Vous avez vu les projets Nouvelle Route de la Soie. Donc la géopolitique du monde change rapidement. La place du français à l'intérieur de ce monde, évidemment, change aussi, même si, bien évidemment, la langue française ne va pas disparaître, et comme le dit Alain Mabankou, la langue française n'a pas besoin d'être défendue. En fait, il y a suffisamment de gens qui la parlent pour qu'elle ne court aucun danger, et qu'au contraire, elle soit le lieu d'une grande créativité. Hein, donc, je veux dire, on va regarder un peu tout ça, donc interculturalité, enfin culture, interculturelle et francophonie. La première vidéo de ce module, en fait, Jean-Paul Defay propose une définition de la culture hein, et de ses rapports avec la civilisation, bon, la culture cultivée aussi, etc., les représentations, toute une série d'objets, en fait, qu'on peut redéfinir et qui sont toujours, en fait, assez polémiques hein, et assez polysémiques. Hein. C'est-à-dire que la culture, ça veut dire beaucoup de choses. En général, enfin, depuis dans l'histoire, on a considéré la culture plutôt comme ce qui relève un peu du patrimoine culturel, le deuxième terme de l'intitulé de cette UE. Donc, tous les objets culturels, en fait, qui sont reconnus par une communauté comme faisant partie d'une richesse, d'un espèce de trésor appartenant à une communauté. Je veux dire donc la culture cultivée en gros, c'est-à-dire tout ce qui est à la fois littérature, art, musique, etc. Ça c'est un des versants de la culture. Évidemment, par la suite, on a étendu le concept de culture à tout ce qui est la culture quotidienne, la manière d'être, la manière de se vêtir, la manière de manger, la manière de faire la cuisine, toute une série de choses qui ne faisaient pas partie de la culture avec un grand C, si j'ose dire, qui sont rentrées dans cette espèce d'univers culturel. Donc, comme dit Jean-Paul ici, la culture, c'est un ensemble de connaissances, de valeurs, de jugements, de représentations, de sentiments, de mythes, d'attitudes, de comportements, de faits et gestes, d'objets symboliques. Vous voyez que c'est très très vaste, hein, évidemment, ce concept de culture.
L'idée de représentation nous fait penser aussi aux notions, qui est un concept que je développe entre autres dans les vidéos sur la diversité théorique en sciences du langage. Donc là aussi, la construction des notions, le vocabulaire en lui-même, enfin le vocabulaire d'une langue et les notions dans lesquelles il nous permet d'entrer, en fait, donc quand on parle, je vous expliquais l'autre jour la notion de maison par exemple, ça fait étroitement partie des cultures. Donc c'est pour ça que la langue et la culture sont complètement imbriquées et que bien évidemment maintenant quand on enseigne une langue, on enseigne aussi une culture et on essaye de prendre conscience en fait de la diversité culturelle et des différences culturelles entre différentes communautés linguistiques. À noter qu'on peut avoir d'ailleurs des langues qui sont similaires ou qui sont identiques, comme par exemple l'anglais, et des cultures assez différentes, comme par exemple la culture américaine et la culture britannique. Je veux dire, vous allez retrouver des choses communes, mais aussi pas mal de choses différentes. Donc je veux dire, c'est la langue et la culture s'interpénètrent et fonctionnent ensemble et évoluent ensemble. Ensuite, donc, ce concept d'interculturalité. Donc l'interculturalité, ce serait un peu cette capacité, donc vous avez vu qu'à travers ce que fait le Conseil de l'Europe, donc on parle d'une approche plurilingue et interculturelle. Cette interculturalité, ce serait un peu la capacité en fait à travailler avec des gens de cultures différentes ou à être en contact avec des gens de cultures différentes et à éviter les conflits qui sont liés à l'incompréhension des cultures, à l'incompréhension entre cultures. La capacité en fait à faire dialoguer des cultures, hein, à faire se répondre des cultures, qu'on puisse s'intéresser à la culture de l'autre, la comprendre, éviter de faire des impairs, bon, dont certains sont énormes, hein, je veux dire, comme par exemple, bon, si vous allez dans certains pays que vous voulez serrer la main de quelqu'un, ça passera pas forcément, je veux dire, parce que les gens ne se touchent pas pour se saluer, ou des choses beaucoup plus fines que ça, évidemment, mais on peut en donner toute une série d'exemples. Hein. Donc l'interculturalité, c'est un peu cette capacité en fait à se décentrer, en fait, à comprendre la culture de l'autre et à être capable d'entrer en contact avec les autres de la manière la plus harmonieuse possible. Donc là, nos collègues nous disent donc, qu'il n'est plus à prouver que la diversité culturelle est omniprésente dans nos sociétés. Donc là, évidemment, diversité culturelle parce qu'il y a eu un énorme brassage des populations donc on est en contact avec des gens de plein de cultures différentes. Chaque ville est une espèce de tour de Babel en fait, et chaque village même probablement une espèce de tour de Babel. On va rencontrer des gens de plein de cultures différentes. Donc c'est une richesse qu'il faut savoir exploiter au mieux et dans laquelle il faut arriver à construire une certaine harmonie. Hein, elle est présente dans nos sociétés, dans nos classes, dans les langues elles-mêmes et en chacun de nous. Parce qu'évidemment, chacun de nous, en fait, est le produit aussi d'une interculturalité, enfin d'une rencontre entre plusieurs éléments très très différents. Je veux dire, je vous disais que moi-même, je suis né au Maroc, j'ai des frères qui sont à moitié zaïrois, j'ai de la famille en Asie, en Afrique, un peu partout, et donc évidemment, je suis le produit de l'interculturalité, comme nous tous pratiquement, sauf peut-être quelques cas isolés, si j'ose dire, à l'heure actuelle. Mais comment adopter une démarche qui favorise l'interculturalité au sein de la classe de français langue étrangère? Donc là, on a des propositions de nos collègues de Liège, hein, donc qui illustrent la démarche interculturelle à partir de 6 mots-clés: négociation, sécurité, décentration, rituel, image et interlinguistique. Donc on va écouter en fait ce que nous dit Déborah Meunier sur cette question d'interculturalité. Je propose de cibler avec vous quelques spécificités de la démarche interculturelle. Mais d'abord, il faut bien avoir à l'esprit qu'on ne peut pas isoler cette dimension des autres activités langagères et communicatives. La diversité culturelle est en nous, elle est présente dans toute forme de communication et dans la langue elle-même. J'ai choisi d'illustrer la démarche à partir de 6 mots-clés qui sont décentration, rituel, image, sécurité, interlinguistique et négociation. La décentration est la première étape d'une démarche interculturelle. C'est cette capacité à regarder en soi, à oser regarder sa propre histoire, ses propres expériences de l'altérité.
On peut se demander par exemple quelles ont été nos expériences en langue étrangère pendant notre enfance, ou ce que représente pour nous telle ou telle langue et ceux qui la parlent. Le plaisir qu'on éprouve à apprendre la langue ou à l'entendre parler, ou au contraire le malaise que l'on ressent dans la communication en langue étrangère. On va donc prendre de la distance par rapport à soi-même et prendre conscience de ses propres représentations, de ses modèles de référence, de son système de valeurs, et ainsi le relativiser. La décentration consiste aussi à repérer les dissonances, ce qui crée du malaise lorsqu'on est avec les autres. Certaines paroles, certaines attitudes vont toucher une zone sensible, jusqu'à provoquer du stress ou de l'angoisse. Ces zones sensibles sont déterminées par notre histoire personnelle, familiale, professionnelle. Il faut d'abord réfléchir à sa propre histoire, aux rituels qui rassurent et qui font qu'on se sent en sécurité dans un groupe, ou au contraire, ce qui nous fait éprouver un sentiment d'exclusion. Ensuite seulement, on pourra regarder et comprendre les rituels de l'autre et ses représentations du monde. Si on ne passe pas par cette étape, on risque alors de rester au stade du catalogue culturel et folklorique, sans s'intéresser aux implicites qui font l'identité de chacun. Prenons le cas de la salutation. Ce rituel a un rôle rassurant. Il m'indique que mon interlocuteur vit en ami et me veut du bien. Il est donc indispensable que le cerveau se sente en sécurité pour communiquer sereinement. Or, il y a des tas de façons différentes de saluer dans le monde. Le fait de s'embrasser, de se toucher, de se regarder ou pas varie en fonction de la culture, des pays parfois, mais aussi en fonction de la génération, de la classe sociale. Ce rituel est donc à la fois universel et nécessaire à nos interactions, et en même temps très diversifié et donc source de nombreux malentendus. Certains comportements peuvent être mal interprétés s'ils ne sont pas décodés, tout comme on doit être conscient des attitudes qui nous rassurent ou qui au contraire nous dérangent, nos fameuses zones sensibles. Depuis notre enfance, on nous prescrit certains comportements que nous gardons en mémoire et qui vont nous servir de guide dans nos interactions sociales. Elles concernent par exemple l'éducation des enfants, le rapport à l'autorité, au corps, ce qui se fait ou pas. C'est ce qui relève des valeurs de la société en général. Si on reprend la métaphore bien connue de l'iceberg culturel, ces images guides se situent dans la partie immergée, celle qu'on ne voit pas même si elle est la plus importante. Ces images sont implicites et c'est à elles qu'on va s'intéresser dans une démarche interculturelle. La langue occupe une place intéressante car elle se situe sur la ligne de flottaison. Elle est à la fois une trace ostensible de l'identité, mais elle véhicule aussi de nombreux implicites. Elle catégorise le monde et donc véhicule une manière de le représenter. La langue ne va nommer que ce qui existe pour ses locuteurs. Le lexique, la syntaxe, mais aussi l'organisation des tours de parole ou la politesse ont une dimension culturelle. Par ailleurs, on associe à la langue et à ses locuteurs de nombreux stéréotypes. Pour le français, ce seront par exemple les idéaux de correction ou de pureté de la langue qui vont dominer dans les imaginaires. La langue française est ainsi souvent perçue comme une langue difficile à apprendre et que seuls les Parisiens parleraient bien. Enseigner la langue revient donc à travailler aussi sur ces images, ces représentations qui vont conditionner l'apprentissage. Plus profondément, on trouvera les contentieux historiques qui restent dans l'imaginaire des peuples et traversent les générations, comme les croisades ou les colonies. Les archaïsmes, qui sont les modèles de conduite anciens, relatifs à la liberté individuelle ou au statut de la femme, par exemple. Et enfin, le refoulé, qui peut remonter à des millénaires et que l'histoire a choisi d'oublier. Ce qui est devenu tabou, mais qui peut ressortir au contact de l'autre. Plus on creuse profondément, plus la confrontation à l'altérité peut être douloureuse, voire même violente. Les exercices de décentration peuvent sans trop de risques se concentrer sur les images guides, sur les implicites culturelles qui guident nos comportements. Prenons par exemple les représentations culturelles du temps. Le temps n'est pas une constante universelle. C'est un produit humain, un langage qui n'est pas le même pour tous. L'organisation du temps qu'on connaît dans nos sociétés occidentales, où le temps est fragmenté, où on doit apprendre à coups de séances de 50 minutes, n'a rien de naturel. On obéit à l'horaire, à l'organisation, alors que pour d'autres, le temps est beaucoup plus relatif. Arriver à l'heure n'est pas une priorité, alors qu'on va prendre le temps de saluer ses collègues, de soigner ses relations avec les autres avant de se mettre au travail. On voit bien avec cet exemple à quel point il est intéressant de connaître ces images guides, les siennes et celles des autres, pour pouvoir éclairer certaines situations et certains malentendus. Il peut être difficile, voire risqué, de faire de l'interculturel.
La démarche n'a en effet rien de naturel, et elle est même plutôt inconfortable. Elle oblige à sortir d'un mode de représentation du monde binaire pour accepter la diversité et la complexité, à commencer par la sienne. Faire de l'interculturel est encore plus risqué lorsque les émotions sont trop présentes, quand il est douloureux pour les personnes de travailler leurs ressentis. Une personne réfugiée qui a connu la guerre éprouve un tel sentiment d'insécurité qu'il peut être difficile de la faire parler et réfléchir à son histoire. Lorsqu'une personne a subi de graves traumatismes, son cerveau même est affecté et va l'empêcher d'être disponible pour l'apprentissage. Elle va être fatiguée, elle aura des difficultés à se concentrer. Dans ce cas, il est primordial de commencer par créer un climat de confiance dans la classe. Vous allez alors commencer par des mises en scène, des jeux de rôle stéréotypés qui sollicitent peu le vécu de la personne. La culture est dans la langue. Le fait qu'on exprime le sujet ou pas, sa place dans la phrase, le fait d'envisager la conjugaison en fonction du degré d'accomplissement ou de certitude, l'absence de genre grammatical ou d'article, tous ces indices linguistiques nous apprennent comment les personnes voient et expriment le temps, la possession ou l'existence. On découvrira par exemple qu'en Afghanistan, il y a 5 systèmes pour mesurer le temps, ou que le terme citoyenneté est propre aux Français et qu'il peut donc être difficile pour un primo-arrivant qui doit suivre les cours de citoyenneté obligatoire à son arrivée en Belgique francophone de comprendre ce qu'on attend de lui. On peut donc profiter des langues de la classe pour comparer les différences mais aussi les similitudes. Enfin, après la décentration et la compréhension, vient l'étape de négociation. C'est là qu'on va créer un espace où chacun se sent en sécurité. Pour fonctionner ensemble, les membres du groupe vont devoir mettre en place de nouveaux rituels, des sortes de chorégraphies pour fonctionner ensemble. Ces chorégraphies vont être à la fois langagières et culturelles, y compris dans le non-verbal. Le fait de regarder ou non son interlocuteur, le volume de sa voix, le niveau de langue qu'on adopte, la distance ou la proximité physique. Une fois les implicites décodés, les siens et ceux de l'autre, on est alors en mesure de négocier un espace commun avec ses propres rituels, ses codes, où on pourra interagir et apprendre avec l'autre. Chacun doit s'y sentir respecté dans ses valeurs et son identité. Pour que ça fonctionne, cette phase doit être guidée par une attitude d'ouverture et de curiosité. Voilà, donc on va revenir en plein écran. Donc pour ce qui nous concerne, en fait, dans la classe de français langue étrangère, évidemment, la construction, comme à l'école d'ailleurs, comme ce qu'on essaye de faire dans les écoles primaires ou secondaires, construction d'un espèce d'espace de sécurité, en fait, où tout le monde se sente en sécurité et se sente reconnu dans sa propre culture et puisse dialoguer avec les autres de la façon la plus équilibrée et simple possible. Donc on prend en compte, en fait, évidemment, les différences culturelles. Si vous regardez, en fait, donc je mentionnais tout à l'heure les travaux du Conseil de l'Europe, si vous regardez les derniers développements en fait, du cadre européen commun de référence pour l'enseignement des langues, donc vous avez ces deux idées d'interaction et de médiation, et en particulier dans la médiation en fait, où on prend en compte en fait la diversité culturelle et la capacité à régler les problèmes interculturels ou à expliquer en fait dans certaines situations de communication comment les cultures des différents interlocuteurs peuvent les empêcher de se comprendre ou générer des malentendus interculturels et comment on peut aider à médier tout cela. Donc vous voyez que c'est un discours qui est relativement récent. Bon, bien sûr, on a rencontré, dès qu'il y a eu des contacts entre les différentes civilisations, on a rencontré ce genre de questions interculturelles, mais on les a plus ou moins explicitées et on a plus ou moins essayé de se comprendre et de s'entendre. Je veux dire, c'est pas une nouveauté. Je veux dire, évidemment, quand je vais en Afrique, enfin quand j'allais en Afrique il y a des années au Mali, mes collègues Bambara ont fait aussi une idée du fait que les étrangers ne pouvaient pas comprendre un certain nombre de valeurs spécifiquement Bambara et qu'il fallait les pardonner. Il y a un proverbe qui dit l'étranger n'a pas Dieu. Donc l'étranger ne voit pas forcément, évidemment, les situations telles qu'un Bambara les verrait. Et donc, je veux dire, il peut y avoir des malentendus interculturels. Donc voilà, donc une chose intéressante à suivre. Et
donc qui très probablement évolue. Enfin, je veux dire, là aussi, le concept les différents concepts de culture, les différents concepts d'interculturalité vont changer avec la manière dont les différentes cultures portent aussi la fierté de leur propre culture et la capacité à accepter les cultures des autres. Donc on va regarder d'un peu plus près maintenant ce qui se passe dans le domaine francophone en fait, et voilà comment cette francophonie, et en particulier peut-être la partie française de la francophonie, a pu donner lieu à pas mal de mésinterprétations ou de mauvaises interprétations d'un certain nombre de choses un peu problématiques qui vont certainement se régler dans les temps qui viennent. Voilà, bon, je voudrais pas être trop optimiste parce que c'est des questions qui sont complexes, mais bon, évidemment, il y a de grands espoirs du côté de la francophonie puisque c'est quelque chose qui est en plein développement du point de vue quantitatif. C'est quelque chose qui change de pôle aussi puisqu'on va de plus en plus vers l'Afrique, comme vous l'avez vu dans la première vidéo qu'on a regardée sur le sujet. Donc actuellement, 53% des francophones vivent en Afrique. En 2050, ce sera probablement 85%. Et donc, comme le disent pas mal d'écrivains et pas mal de penseurs africains ou européens, évidemment, l'Afrique est l'avenir de la francophonie et le français n'a pas besoin d'être défendu. C'est une langue qui se défend toute seule par sa créativité et ainsi de suite. Donc là, on va regarder, en fait, on va revenir un peu sur ces questions de francophonie pour repréciser un certain nombre d'idées à travers cette intéressante vidéo francophonie et francodoxie. Donc, francophonie avec ou sans majuscule. Hein. Je vous avais expliqué que donc, la francophonie avec une majuscule, c'est ce dont s'est doté en fait les institutions se sont dotées de cette majuscule, hein, l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui est évidemment ce qui chapeaute toutes ces organisations francophones, hein, et donc ils sont intitulés francophonie avec une majuscule. C'est un peu prétentieux peut-être. À côté de ça, il y a la francophonie sans majuscule, qui est la francophonie des peuples, évidemment, et le fait de la communauté de tous les francophones. C'est celle-là qui va nous intéresser en fait dans les prochaines minutes en fait et dans les prochaines heures et dans l'avenir, puisque les institutions francophones, vous allez voir qu'elles peuvent susciter une certaine défiance vu l'histoire justement de la langue française et l'histoire de son expansion. Hein. Donc on va regarder en fait ce que nous dit François Provenzano, donc qui est chargé de cours à l'université de Liège. Hein. Donc c'est intéressant parce que c'est pas un point de vue qui n'est pas un point de vue d'un Français de France. Hein. Je veux dire, c'est un point de vue d'un francophone extérieur à l'Hexagone, ce qui change pas mal de choses. Vous verrez que le point de vue des Québécois, le point de vue des Africains, évidemment, des Africains francophones, hein, je veux dire, sont évidemment forcément un peu différents de ceux des Français. Je veux dire, là, il y a quelque chose à aligner, quelque chose à réintégrer pour refaire une francophonie des peuples qui fonctionne de manière intéressante et harmonieuse. Donc on va regarder ce que nous dit François Provenzano. Bien, j'ai le plaisir de m'entretenir avec François Provenzano, qui est enseignant-chercheur en sciences du langage et rhétorique à l'ULiège sur le thème de la francophonie et également de la Belgique dans l'espace francophone, plus précisément. Alors François, pour commencer notre discussion sur un concept finalement qui est aussi vaste que celui de francophonie, est-ce que peut-être tu pourrais nous retracer l'histoire de ce concept, nous dire où il puise ses origines, à quels événements historiques il est associé et aussi quelles valeurs fondatrices il véhicule? C'est peut-être beaucoup pour une première fois, mais bon. Non, mais voilà, c'est toujours intéressant de faire l'historique d'un mot comme francophonie, précisément parce que c'est un terme qui a l'apparence de l'évidence et de la neutralité et de l'objectivité. Quand on dit francophonie, on imagine que ça désigne simplement et objectivement l'ensemble des locuteurs qui parlent le français. Bon, alors que c'est un terme qui a une histoire, et une histoire liée à des contextes particuliers, qui vont, ces contextes, charger ce terme d'une série de valeurs, de connotations. Je dirais que schématiquement, on peut distinguer 3 grandes étapes dans l'évolution de ce mot. La première, c'est son apparition, qui se fait sous la plume du géographe et du démographe Onésime Reclus,
qui est quelqu'un qui produit des ouvrages entre la fin du 19e et le début du 20e siècle dans un contexte très particulier qui est le contexte des colonisations, qui est le contexte dans lequel la France conquiert une série de territoires en Afrique du Nord, et Onésime Reclus invente ce terme francophone pour désigner précisément l'ensemble des populations que la France va pouvoir engranger, en quelque sorte. Donc là, sa perspective est bien celle d'un impérialisme. Son point de vue, c'est un point de vue franco-centré. Il parle au nom de la France et il désigne comme francophones ces populations que la France va pouvoir compter dans ses rangs. Donc là, clairement, dès cette origine, le terme francophone assume presque une fonction de dépolitisation, puisqu'il s'agit de dire, puisqu'ils partageront la même langue, eh bien, il n'y a pas de raison qu'ils s'opposent à notre domination. Et donc là, le ciment linguistique français est là pour neutraliser, en quelque sorte, le rapport de force entre un colonisateur et des populations colonisées. Le deuxième moment dans l'histoire de ce terme se situe là dans un contexte tout différent, et c'est vraiment le moment où ce terme va prendre dans l'espace public, c'est les années 60. Et là, c'est le contexte de la décolonisation. C'est le moment où les populations sous domination française conquièrent leur indépendance et où toute une série de chefs d'État, des jeunes États africains, notamment Léopold Sédar Senghor, auquel l'émergence vraiment du terme francophonie est associée, vont revendiquer cette étiquette, cette fois pour dire, bien nous, ancienne colonie de la France, qui avons conquis notre indépendance, nous continuons à nous reconnaître derrière cette étiquette et derrière les valeurs de la haute culture française qui, certes, nous a colonisés, mais nous a aussi légué cet héritage précieux qu'est la langue et la culture et la littérature française. C'est aussi le moment, dans les années 60, où une autre région importante de la francophonie, le Québec, connaît ce qu'on appelle sa révolution tranquille, qui est un ensemble de mutations socio-économiques et socio-culturelles importantes dans la société québécoise. Et là, le terme francophonie va apparaître comme une manière de revendiquer son identité et sa différence par rapport aux voisins anglo-saxons, puisque le Québec est la province de la minorité francophone dans l'ensemble du Canada. Et donc là, le francophone est un terme qui est là pour marquer sa résistance à la domination anglo-saxonne. Et puis il y a un troisième moment qui est les années 80, le milieu des années 80, où le terme va désigner là clairement une alliance politique, diplomatique entre des États. C'est en 1986 à Paris que se réunit pour la première fois la conférence des États et des gouvernements qui ont en partage la langue française. Donc là on voit bien qu'il y a une étiquette aussi qui cherche à utiliser le ciment linguistique comme alliance politique et diplomatique. Et donc la francophonie se dote d'une majuscule et désigne cette alliance d'États qui reconnaissent la langue française, la culture française comme prétexte en quelque sorte pour nouer des alliances politiques et diplomatiques. Et aujourd'hui, donc, cette alliance, elle s'appelle l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Elle organise encore des sommets régulièrement et elle entend jouer un rôle, disons, politique sur l'échiquier international, notamment elle a fait ratifier à l'UNESCO la charte pour la diversité culturelle, elle organise la semaine de la langue française, donc c'est une association qui entend peser sur l'échiquier international sur les questions de langue et de culture, mais aussi évidemment avoir un poids économique important puisqu'il s'agit pour l'OIF de, en quelque sorte, créer un réseau d'influence, notamment vis-à-vis des pays, des marchés émergents, pour les rallier, en quelque sorte, à la cause francophone, plutôt que de les laisser dans l'orbe anglo-saxon ou anglo-américain. Donc voilà un petit peu les trois grandes étapes. Alors on pourrait en rajouter presque une quatrième, qui serait une dévaluation de cette étiquette, puisque là, les années 2000, qui sont, je crois, le moment où l'étiquette va en quelque sorte se dévaluer, puisque en 2007, une série d'écrivains, et là on parle déjà un petit peu de littérature, une série d'écrivains vont publier un manifeste pour une littérature monde, dans lequel ils vont contester l'étiquette francophonie, l'étiquette même d'écrivain francophone, qui pour eux est une étiquette qui les réduit en quelque sorte à une identité stéréotypée, monolithique, et surtout une identité qui est instrumentalisée par la France, et donc là
apparaît tout d'un coup, si vous voulez, aux yeux des écrivains, l'idée que francophonie est un instrument qu'utilise la France pour faire valoir ses intérêts littéraires, culturels, mais aussi politiques et économiques à l'échelle internationale. Voilà, donc vous commencez à saisir un peu la complexité de la question francophone, hein, évidemment, parce que le français, donc, c'est parti d'une toute petite, la langue française, c'est parti d'une toute petite zone géographique. Ça s'est étendu au territoire actuel de la France. Évidemment, au début, c'est parti d'une toute petite zone vers l'Île-de-France, hein, je veux dire, de la région où nous sommes. Je veux dire, et puis ça s'est étendu donc en effaçant, en dominant tous les patois, enfin toutes les langues, hein, toutes les langues de la région française. Je dis patois parce que c'est vrai que ma grand-mère, par exemple, qui parlait le béarnais, désignait ça elle-même comme un patois. Je veux dire, alors qu'évidemment, c'est une langue comme toutes les autres langues régionales qu'on peut avoir, comme l'occitan, comme le breton, comme toute une série de langues qui ont été quand même complètement laminées par le français sur le territoire français. Puis après, ça s'est étendu avec la colonisation vers l'Afrique du Nord au départ, puis vers l'Afrique subsaharienne. Et là, vous voyez, quand vous regardez la carte, hein, qu'on a un grand bloc, en fait, dans l'Afrique occidentale et aussi vers le Congo, etc., où les pays sont devenus en grande partie francophones, parce que la situation linguistique de ces pays-là était un multilinguisme assez complexe en général, et que donc le français colonial, le français des colonisateurs, a représenté une espèce de langue d'unification et qu'on a présenté comme ciment, à la fois ciment national et ciment aussi avec une communauté internationale. Donc évidemment, c'est une instrumentalisation politique, tout ça, de la langue. C'est pas la langue en elle-même, et vous voyez, quand vous entendrez le discours de l'Organisation internationale de la francophonie, des associations de la langue et du patrimoine culturel francophone, si tant est que ça a une quelconque réalité, hein, parce que je veux dire, vous avez la langue française, qui déjà d'ailleurs va se diversifier, et le patrimoine culturel des francophones qui est extrêmement divers. Je dirais donc, l'OIF associe à tout ça les valeurs de démocratie, de bonne gouvernance, de diversité culturelle. Donc il y a une espèce de melting pot, j'allais dire, de valeurs qui sont instrumentalisées en fait à des fins politiques. Et vous le voyez bien quand ça se passe, quand il y a par exemple un coup d'État en Afrique. Il y a l'organisation, enfin dans un pays francophone d'Afrique, l'Organisation internationale de la francophonie va essayer de jouer de tous ces moyens de pression avec les autres chefs d'État africains, etc., pour faire revenir les choses le plus rapidement à une situation paraissant démocratique. Donc tout ça n'est pas simple sur le plan politique. Et évidemment, beaucoup de gens voient derrière l'Organisation internationale de la francophonie la main de la France, puisque la France, évidemment, un des principaux financiers qui subventionne l'Organisation internationale de la francophonie. Donc ça, on le regardera de près, en fait, dans le prochain cours de politique linguistique. Hein, si vous faites ça ou si ça vous intéresse, vous pourrez le suivre. J'ai commencé à en enregistrer quelques épisodes que je mets sur YouTube. Donc c'est une situation assez passionnante, pas tout à fait unique, parce que vous avez le Commonwealth, mais qui est tellement vaste, en fait, donc pour la partie anglophone, avec les alliances comme les Five Eyes, en fait les alliances des différents réseaux d'intelligence des pays anglophones, c'est tellement vaste qu'on a du mal à l'observer de façon globale. Mais bon, vous voyez donc cette question de francophonie, elle n'est pas simple. Et effectivement, l'instrumentalisation de la francophonie, on va regarder tout à l'heure le discours, enfin vous savez que notre collègue de Liège l'a mentionné, hein, François Provenzano l'a mentionné, l'OIF organise une semaine de la francophonie, il y a une journée de la francophonie, et on va regarder l'une des dernières où Emmanuel Macron prend la parole pour expliquer sa vision de la francophonie. Et donc on va retrouver dans les premiers rangs du public un certain nombre de gens qu'on a déjà vus dans cette UE, comme Gaël Faye, comme Leïla Slimani, voilà, donc il y en a un certain nombre de gens qui sont des figures de la francophonie qu'on met en avant pour montrer à la fois la diversité de la francophonie et son dynamisme culturel.
Mais il y a aussi des écrivains, évidemment, qui refusent, qui n'ont pas du tout envie d'être associés à cette francophonie politique, qui peut être donc une instrumentalisation politique en faveur des intérêts français qui ne sont pas si transparents que ça quand on va vers l'Afrique. Je veux dire, le rôle du franc CFA, les visées postcoloniales, un peu troubles par moment, qui continuent d'exister en Afrique, posent beaucoup de questions. Donc on regardera aussi tout à l'heure une petite interview, quelques fragments d'interview d'Alain Mabankou, donc qui faisait partie des auteurs qui ont travaillé sur cette question de littérature monde, et donc qui lui parle du français, du français et de la langue qu'il utilise magistralement. Vous avez vu un petit bout de sa conférence aussi au Collège de France, vous avez vu pas mal de ses interviews, vous avez peut-être lu quelques-uns de ses romans. Donc il parle du français, qui est une langue internationale évidemment, mais il parle aussi beaucoup de son pays, le Congo, qui a beaucoup de mal à vivre et qui a beaucoup de mal à s'organiser pour être au niveau où il devrait être vu ses richesses naturelles. Je veux dire, on voit bien que Alain Mabankou parle des fonctionnaires qui ne sont pas payés depuis des mois, de la gabegie du système et de la corruption un peu à tous les étages. Je veux dire, évidemment, sont des discours très prégnant. Je veux dire, la francophonie, c'est bien joli, mais si les pays francophones, on peut toujours les abreuver de discours sur la démocratie, etc., si ils n'arrivent pas à vivre de leur propre richesse, le Congo est un pays immensément riche du point de vue des richesses naturelles, d'autres pays aussi, comme le Mali, par exemple, ont été des pays extrêmement riches du point de vue des richesses naturelles, c'est encore le cas. Je vous rappelle, en fait, j'en ai parlé dans d'autres lieux, au XIVe siècle, quand le souverain du Mali est venu jusqu'en Europe, il est venu avec tellement d'or que ça a fait baisser le cours de l'or pour une dizaine d'années en Europe. Donc, je veux dire, ce sont des pays qui ont été et qui sont extrêmement riches. Simplement, leur richesse est souvent confisquée par d'autres, à travers les processus de colonisation ou des accords commerciaux extrêmement défavorables ou des exploitations de ressources non contrôlées. Quand vous voyez ce qui se passe par exemple sur les pêcheries, par exemple la pêche au large des côtes de l'Afrique, l'exploitation des richesses minières dans plein de pays, c'est évidemment encore un pillage. Donc il faut bien regarder tout ça sur le plan politique. Je vous laisserai vous faire vos idées sur ces questions-là, évidemment. Vous pouvez mais l'intérêt, c'est que maintenant les documents sont disponibles, en fait, pas tout, mais la plupart. Il y a des gens qui ont des opinions différentes, et on a ouvert un peu cette boîte de Pandore. On peut discuter de ce que c'est, et puis nous on peut s'occuper aussi de des questions qui nous intéressent, c'est-à-dire les questions proprement linguistiques, même si elles sont jamais complètement détachées de questions politiques et de questions économiques. Voilà, donc ce que je vous disais à l'instant, donc la semaine de la francophonie et la journée de la francophonie, qui est le 20 mars, pour votre gouverne personnel. Donc le 20 mars, c'est la journée de la francophonie. On organise des fêtes dans les alliances françaises, dans tous les endroits où on apprend le français, avec une série de manifestations autour de choses qui sont lancées par l'Institut français ou par le réseau des alliances, les deux tendant à se recouvrir. Donc on fait 10 mois 10 mots, on fait des concours de karaoké en français avec des chansons d'Étienne Dao, on fait toute une série de choses qui sont très, très amusantes et très agréables. Et on a aussi droit souvent en fait à un discours du président de la République ou de son représentant personnel pour la francophonie, puisque depuis quelque temps, il y a aussi un représentant personnel du président de la République pour la francophonie. Je crois que c'est depuis la présidence de Sarkozy qui a ça, en fait. Donc, et là, actuellement, la représentante personnelle d'Emmanuel Macron pour la francophonie, c'est Leïla Slimani, donc une auteure de romans francophones, d'origine marocaine. Donc je vous laisserai faire des recherches sur les romans de Leïla Slimani.
et sur son action du point de vue de la francophonie. Donc, vous voyez qu'on a... Bon, là, on est sur le site de l'Élysée, donc c'est tout à fait quelque chose de tout à fait officiel. C'est le discours d'Emmanuel Macron du 20 mars 2018 à l'Institut de France, donc sur l'ambition pour la langue française et le plurilinguisme. Donc, alors évidemment, maintenant, on associe toujours langue française et langue de France pour prendre en compte en fait la diversité linguistique de la France, même si elle est quand même très très laminée depuis l'école de Jules Ferry, et le plurilinguisme, donc la multiplicité des langues et le fait que les locuteurs, alors je ne sais pas si vous ne veulent pas dire plutôt le multilinguisme dans les pays francophones, plutôt que le plurilinguisme qui serait le fait qu'un locuteur parle plusieurs langues. Bon, on associe en tout cas à chaque fois quelque chose qui va nuancer un petit peu le côté qui pourrait sembler un peu totalitaire de la langue française. Bon, vous savez qu'au Congo, au Congo d'Alain Mabankou et au Zaïre, enfin la République démocratique du Congo actuelle, l'ex-Zaïre, l'ex-Congo belge, on parle aussi évidemment plein de langues, dont le Lingala, qui est une langue très très diffusée au Congo. Donc il n'y a évidemment pas dans toutes ces régions-là que la langue française. Si vous allez au Mali, on parle le bambara, on parle plein d'autres langues. Donc il y a des situations multilingues évidemment un peu partout. Mais bon, on va écouter un peu. Alors vous allez voir que aussi chaque fois qu'on parle de langue française, enfin on va en donner une image évidemment extrêmement valorisée. Bon, c'est pas un mal, hein. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a des grandes créations dans la langue française et qui continuent maintenant du côté, donc je vous disais, une grande partie du côté de l'Afrique, avec le dynamisme de la langue française en Afrique et aussi dans d'autres régions. D'ailleurs, il y a des écrivains francophones qui viennent du Vietnam. Je pense à Anna Moy, par exemple, qui a signé aussi le manifeste pour la littérature monde. Donc la langue française évidemment recèle des trésors, évidemment. Mais bon, je veux dire, c'est toujours sur ça qu'on met l'accent, bien entendu, quand on parle de la langue française au départ. Donc nous voici à l'Institut de France et on va écouter le début de ce discours. Monseigneur, Madame, Monsieur le chancelier de l'Institut, Madame le secrétaire perpétuel, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, Madame la secrétaire générale, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les académiciens, Madame la représentante personnelle pour la francophonie, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup d'humilité que je viens aujourd'hui essayer dans ce lieu de vous parler de francophonie. Je dis avec beaucoup d'humilité parce que la dernière fois que j'en ai parlé, c'était dans une université à Ouagadougou. Peut-être certains qui étaient avec moi s'en souviendront. Et je n'ai eu absolument aucun succès. C'était dans un discours plus large sur l'Afrique, où j'essayais d'embrasser nombre de considérations sur l'avenir de ce que la France peut y faire et les questions que nous avons à y soulever. Et lorsque j'ai parlé francophonie, c'est sans doute le moment où les malentendus se sont le plus installés. J'avais face à moi des jeunes étudiantes et des jeunes étudiants qui, de manière évidente, ne comprenaient pas ce que j'étais en train de dire. Ou plus exactement, se disaient, il nous parle de quelque chose qui ne nous dit rien. Il nous parle depuis un endroit ou depuis une langue qui ne nous dit pas la même chose. La réponse m'a sans doute été donnée tout à l'heure par Gabriel Faye qui me disait que dans son Bujumbura natal, quand on parlait de francophonie, lui qui a montré à plusieurs reprises qu'il sait parler et écrire le français, venait à l'esprit la photographie d'un président de la République française avec des présidents africains. Alors, croyez-moi, ça n'est pas de cette image dont je suis venu aujourd'hui vous parler, et je voudrais plutôt chercher à m'en défaire. Parce qu'aujourd'hui, de Maradi à Séoul,
de Yaoundé à Oulan-Bator, de Nouméa à Buenos Aires, le monde bruisse de notre langue. Elle résonne par sa littérature, par sa poésie, par la chanson, le théâtre, le cinéma, par l'art culinaire, le sport, le débat philosophique ou l'éloquence. Et aujourd'hui, partout sur la planète, en ce jour ainsi choisi, la langue française dit le monde. Voilà, donc vous voyez que bon, c'est l'image un peu dont on cherche à se défaire, enfin en tout cas le gouvernement et les États francophones et la francophonie avec une majuscule cherchent à se défaire, c'est cette image néocoloniale en fait d'un chef d'État français se réunissant avec des chefs d'État africains. Ça n'existe pratiquement plus. Je veux dire, la dernière instance, la dernière fois que c'est arrivé, c'était du temps de Jacques Chirac. Donc ça fait quand même un bon moment en fait que les chefs d'État africains dialoguent plus facilement avec la Chine qu'avec la France, par exemple. Mais évidemment, on voit que il y a une nécessité évidemment de changer de discours et de changer probablement complètement d'ailleurs de logiciel, en fait, si j'ose me permettre cette expression-là. En fait, il faut évidemment changer un peu, changer même complètement de manière d'envisager les questions sur la francophonie. Donc apparemment les institutions francophones, même si elles peuvent avoir leur intérêt, enfin, vous avez vu qu'on a travaillé pas mal sur des choses venant de TV5, donc qui est quand même aussi un des bras de l'Organisation internationale de la francophonie. Je veux dire, donc ces questions culturelles sont intéressantes. Je veux dire, le soft power avec la diffusion de biens culturels est quelque chose d'essentiel et globalement positif. Maintenant, il faut qu'il puisse y avoir des voix à l'intérieur de ce soft power qui soient un peu divergentes et qu'on puisse écouter tout le monde et pas seulement évidemment les gens qui nous dominent ou qui sont des chefs d'État parfois arrivés au pouvoir d'une manière plus ou moins recommandable. Donc voilà, donc il y a plein de choses à dire autour de tout ça. C'est un sujet absolument passionnant en fait, et ça permet de se faire une idée en fait aussi sur ce qui va se passer dans le monde francophone et dans le monde entier d'ailleurs dans les années qui viennent. Voilà, moi j'aime bien écouter aussi ce que dit Alain Mabanckou, puisque Alain Mabanckou, donc lui, il a une voix particulière parce que lui, il a choisi en fait. Déjà, il a décliné l'offre d'être le représentant personnel d'un président français à la francophonie et il a préféré partir enseigner aux États-Unis la littérature francophone. Et vous avez vu un morceau de sa conférence au Collège de France. Donc c'est une voix aussi très intéressante qui explique bien le type de divergence qu'on peut avoir par rapport à ce que c'est que la francophonie avec un grand F et adhérer par contre évidemment à la francophonie des peuples et à la créativité francophone en dehors de toute idée d'influence politique institutionnelle en tout cas. Parler, cette langue française que près de 100 pays ont en partage et que parlent quelques 275 millions de personnes dans le monde, un chiffre constamment en augmentation. Le sommet de la francophonie se tient en ce moment à Erevan, capitale de l'Arménie, où le président français Emmanuel Macron a prononcé un discours. On en écoute un extrait. Cette langue n'appartient à aucun d'entre nous, mais est la propriété de tous. Elle s'est émancipée de son lien avec la nation française pour accueillir tous les imaginaires, ceux de Senghor et de Ionesco, de Milan Kundera et d'Alain Mabanckou, de Charles Aznavour et de Youssou N'Dour, de Modiano comme d'Amin Mahalouf. Unis. Notre famille l'est, non pas seulement par cette langue, constamment transformée, mais par une certaine vision du monde. Emmanuel Macron qui cite votre nom donc, pour cette vision du monde. Quelle vision du monde la francophonie doit porter selon vous ? Je pense aussi que la vision du monde, je suis content que le président de la République puisse désormais
amplifié son discours sur la francophonie. Contrairement à ce que les gens pensent, on pense que nous sommes en contradiction avec le président de la République, que la lettre que j'avais écrite avait semé le pavé, jeté le pavé de l'ours quelque part. Nous sommes en constante discussion avec le président de la République en tant que démocrate. C'est une démocratie, la France. C'est pas une république bananière qui refuse le discours. Avec le président Macron, que ses conseillers m'appellent ou qu'il fasse appeler les conseillers, je discute avec Leila Slimani. On a besoin toujours, même dans une institution comme l'Organisation internationale de la francophonie, on a besoin de l'opposition. Quand vous regardez la réunion qui se fait à Erevan, tous les dictateurs, certains dictateurs sont là, tranquilles, ils font comme si rien n'était, mais pendant ces temps, il y a des salaires qui ne sont pas payés dans certains pays comme le Congo-Brazzaville, le Fonds monétaire international se trouve là, les problèmes de l'électricité, les problèmes d'eau, etc., etc. Donc la vision que j'ai de la francophonie, et le président fait bien de le dire, c'est une vision de la francophonie des peuples. Il faut cesser d'avoir une francophonie prise en otage par les institutions. Quand Senghor parlait de la francophonie, il parlait de la conscience francophone. La conscience, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait ou la capacité d'avoir des jugements, des valeurs sur les actes qu'on fait. Quelles valeurs partageons-nous avec certains qui représentent la francophonie? Non, il y en a qui sont du côté de la dictature et il y a d'autres qui sont du côté de l'ouverture. On sent bien. Voilà, donc premièrement, vous êtes rassurés, non, nous ne sommes pas une république bananière. Et deuxièmement, bon, vous voyez un peu la complexité évidemment du sujet de la francophonie. Donc pour nous, évidemment, l'essentiel, c'est la langue. C'est sa diversité d'expression dans le monde et son dynamisme et sa créativité. Je veux dire, après, évidemment, une langue doit être détachée en fait des influences politiques des gens qui la parlent ou des régimes politiques des pays où on la parle. Vous voyez bien qu'on peut, le français n'est pas forcément porteur de démocratie, ni de bonne gouvernance, ni de bons sentiments en tout genre. On a pu faire des horreurs en français, comme on peut faire des choses merveilleuses. On a pu torturer, tuer des gens, coloniser, etc. Et on peut toujours malheureusement le faire. Donc bien entendu, ces associations en fait de valeurs avec une langue sont un peu spécieuses. Voilà, donc je vous laisse évidemment continuer à réfléchir sur tout ça. On en reparlera longuement pendant le cours de politique linguistique là, qui aura lieu au 2e semestre. Bon, on ne parlera pas que de ça, parce qu'il n'y a pas que le français dans la vie, hein, il y a quand même 8000 langues sur la planète, donc on parlera aussi des autres langues. Mais bien évidemment, comme vous allez, enfin certains d'entre vous en tout cas vont enseigner le français langue étrangère, c'est quand même un de nos sujets de prédilection. Bonne semaine et à bientôt.